Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous présenter votre émission de prédilection kiosque, cette émission d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, kiosque va donc se focaliser sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, liée notamment avec les protestations contre la guerre d'agression de la République démocratique du Congo et par le Rwanda et la duplicité de la communauté internationale face au génocide congolais. Analyse et commentaires à travers nos invités. D'abord, Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour Eddy, bonjour à tous les auditeurs, mais aussi à tous les spectateurs de Ralik CCTV. J'ai dit bonjour aussi à tous les co-débatteurs qui sont autour de cette table pour échanger nos opinions et tenter d'éclairer la lanterne de l'opinion. Pompon Joly, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci, mes amis co-débatteurs. Je pense que ça sera un débat pédagogique pour le bien de notre société. Isaac Mwenza, l'homme le plus fougué. Vous êtes les bienvenus. Merci, bonjour à tout le monde qui aime Kiosque. Restez branchés, il y aura de bonnes choses lors de cette émission. Monsieur Joseph Kongolo, je commence par vous. Comment analysez-vous les différentes manifestations constatées ça et là pour protester contre la guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo? De la société mondiale par la guerre et essayer de réguler la gestion des nations de manière à ce que qu'il y ait un peu la paix. Et fort malheureusement aujourd'hui, et particulièrement en République démocratique du Congo, nous avons une guerre biscornue, sans tête, dont on ne connaît pas de manière assez claire qui tient les ficelles. Comme ça, qui tient les ficelles? C'est le Rwanda? Non, ce n'est pas le Rwanda. Ce sont les États-Unis? Officiellement non. C'est l'Angleterre? Officiellement non. C'est l'Ouganda? Officiellement non. Voyez-vous? Donc nous sommes dans une guerre hybride. Tout à fait, justement. C'est-à-dire que nous sommes dans une guerre peut-être apparemment sans procureur, sans responsable, sans auteur moral. Mais en réalité, c'est une société qui est, je voulais dire, l'ordre qui est issu de 1948, quand on a créé l'ONU pour tous ces objectifs, est complètement en décadence. Parce que le désordre qu'il y a dans le monde aujourd'hui est entretenu par ceux-là qui ont vaincu la guerre de 1945 et qui ont mis sur pied l'ONU. Et l'ONU aujourd'hui est en déflagration totale, ça veut dire qu'en décadence, on n'arrive plus à maintenir l'ordre dans le monde comme le premier objectif, n'est-ce pas, de cette organisation. Et la République démocratique du Congo subit le contre-coup, n'est-ce pas, de cette décadence de l'ordre mondial. Donc aujourd'hui, nous sommes à 12 millions, mais le monde s'est apitoyé pour 800 000 morts au Rwanda. Oui. 800 000 morts, le monde s'est apitoyé. Même, alors qu'ils ont tué de la même manière que les 800 000, de la même manière, avec des machettes, des armes blanches et tout ça. Et on continue, et ça se fait à petit feu. Et le monde, face au monde, aujourd'hui nous avons l'Internet, c'est que toutes les images passent sur les antennes. Et le monde est resté totalement insensible, complètement insensible. Je me rappelle en 1976, en Afrique du Sud, rappelez-vous, la guerre qu'il y a eu à Soweto, un petit enfant qui transporte le cadavre de sa sœur tuée. Ça fait le tour du monde et le monde s'est ébranlé. Tout de suite, ils ont agi
Il y a eu des sanctions sévères et l'apartheid est rentré, a fait marche en arrière. Mais aujourd'hui, nous sommes à 12 millions de morts. Des gens qu'on tue de manière sauvage et inhumaine. Le monde reste tranquille, avec des simples déclarations, sans sanctions, sans quoi. Trop, c'est trop. Je crois que le Congo aujourd'hui doit comprendre, comme on l'a dit, que le Congo n'a d'amis que le Congolais. Nous devons aujourd'hui, cette situation doit aujourd'hui nous faire prendre conscience et peut-être nous réveiller de manière à ce que chacun soit un militaire, soit un sauveur de sa vie et du Congo, et de la vie du Congo. Mais c'est aussi dans cette optique qu'il faut comprendre aussi que le monde de la guerre est devenu un monde dangereux, parce que si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que des conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sous la surface des États issus de la colonisation soient étouffés, mais aujourd'hui il n'en est pas ainsi. On nous a parlé d'une guerre classique, après une guerre classique, c'est une guerre asymétrique non conventionnelle. Tout cela, vous ne voyez pas qu'il y a anguille sous roche quelque chose qui ne va pas. C'est vrai qu'il y a anguille sous roche, mais je voudrais te dire tout de suite, Eddy, que quand un système mondial change, n'est-ce pas, il va avec des victimes, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes en transition. Et nous, Congo, nous sommes des victimes de cette transition. Parce que je voudrais te dire, quand il y a eu bipolarité, comme vous le dites, il y a eu moins de morts, moins de guerres, pas d'État démembré. C'est avec la chute de l'URSS que nous avions la Yougoslavie qui est partie, le Soudan est parti. Donc les États-Unis, malgré toute sa puissance, n'ont pas réussi à gérer le monde. Parce que le nombre de morts, de 1945 jusqu'en 89, est aujourd'hui presque 5-7 fois plus que quand il y avait guerre froide. Donc ça veut dire que les États-Unis n'ont pas réussi à jouer leur leadership correctement, oui, parce que tous les repères, en comparaison, montrent que le monde a décliné avec le leadership américain. Et aujourd'hui, le monde prend conscience, nous sommes en transition vers encore ce monde, nous nous retrempons dans la guerre froide, n'est-ce pas, avec d'autres acteurs, et nous pensons que nous sommes victimes de cette transition vers un autre monde bipolarisé, ou soit multipolarisé. Très bien. Pompon Joli, face à la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, il y a eu un certain nombre de dénonciations, notamment nos joueurs, mais aussi les gouvernements de la République démocratique du Congo, avec des gestes revolver et puis la main sur la bouche pour signifier que on tue, la communauté internationale ne dit mot. Mais en tant qu'analyste politique, comment interprétez-vous d'abord ce geste de la part du gouvernement qui est censé résorber la situation de la crise, mais en même temps, le gouvernement dénonce cet état des choses? Qu'en dites-vous? Merci pour la question. Je pense que c'est un geste qui fait peur, qui fait mal. J'ai aimé l'intervention de mon co-débatteur parce que il a estampillé les problèmes en regardant l'histoire de notre pays. Vous savez, on dit, un peuple sans histoire, c'est comme une forêt sans arbres. L'RDC, c'est un pays qui a un statut particulier. L'RDC diffère avec d'autres pays. Vous savez, la RDC a changé les étapes. C'était d'abord une association internationale. Nous avons changé l'association internationale à un État indépendant du Congo. Oui. Qu'est-ce qui a fait que cette appellation-là change? C'était par rapport aux gesticules, c'était par rapport aux réclamations, par rapport à, comme on dit, à clameur publique. Parce que, et puis après l'indépendance, il y a eu un roi qui dominait sur la RDC. Il a tué les Congolais, plus de milliers de Congolais. Et les crises ont provoqué sur le plan intérieur le soulèvement. Vous voyez? Et ça a changé les paradigmes. En 1908, le roi belge a cédé les biens qui étaient à lui à un pays. Alors, vous savez, lorsqu'on vient pour dominer un peuple, la première des choses, c'est quoi? C'est d'effacer l'histoire. C'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années, pendant presque 18 ans ou 22 ans passés. On a été dépourvus de nos réalités, de nos cultures, de notre histoire. Et gloire à Dieu, avec le nouveau paradigme et avec le nouveau président, vous avez vu le professeur Ndaïwej,
Il a commencé à faire des tribunes partout, même des conférences pour expliquer la vraie question de la RDC. Parce qu'on a vu les Rwandais qui nous disaient l'objectif des conférences de Berlin, c'était pour le partage. Non, il y avait plusieurs points. D'abord, il y a eu le mercantilisme, il y a eu pour laisser les bassins du Congo à plusieurs puissances. Il a parlé de la reconnaissance des États-Unis, parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle le droit d'impréemption. Lorsque nous avons quitté, comment dirais-je, l'association internationale pour devenir État indépendant, vous voyez, il y a eu d'abord la reconnaissance sur le plan international où les États-Unis ont reconnu cette association-là. Et dès lors, sur le plan international, un pays reconnaît un pays comme un État, ces droits d'appréhension vous collent. Et dans des grandes réunions, dans des grandes négociations, il faudrait envoyer des personnes pétries de talent pour comprendre le méandre, tout ce qui se passe pour changer les paradigmes. Mais Pompon Joli, en fait, vous avez évoqué un certain nombre d'éléments, mais vous oubliez que lorsque le roi des Belges voulut lancer son aventure coloniale au Congo, les discours étaient celui consistant en faire admettre que la civilisation supérieure devait être transposée vers les zones des ténèbres congolaises. Mais c'est dans cette optique que les Congolais ont intériorisé l'évidence selon laquelle le passé est une grande préoccupation dans nos démarches politiques. Mais on ne fait pas la politique en fonction du passé, parce que la politique est une projection et une anticipation de l'avenir. Plusieurs années après, qu'est-ce que nous, Congolais, nous avons fait pour les Congolais? En sciences politiques, on dit l'histoire d'hier, c'est la politique d'aujourd'hui. Oui. L'histoire d'aujourd'hui, c'est la politique de demain. On ne peut jamais se dédouaner de l'histoire. Je dis un peuple sans l'histoire, c'est comme on te dit, tu es un être humain, on t'enlève l'âme, donc tu deviens un animal. L'histoire pour quelle finalité alors? Pour comprendre, pour bien fixer l'avenir. Vous voyez? Vous avez vu la crise belgo-zaïroise. Il y a eu, on a délégué quelques Congolais pour aller négocier là-bas. C'était d'ailleurs en direct à l'RFI. Vous avez vu la qualité de nos Congolais à cette époque-là qui ont négocié par rapport à cette crise-là. Aujourd'hui, on en manque. C'est-à-dire que nous avons une république aujourd'hui de courageux à la place des intellectuels. Vous voyez? On a besoin de changer les paradigmes. Qui va être là au milieu pour changer ça? On a besoin d'hommes. Le Congo a un problème d'hommes. Les poissons commencent à pourrir par la tête. Vous avez vu l'histoire, le geste que vous avez fait à Légion. Un joueur congolais qui jouait dans un championnat rwandais, Louvoum, il a marqué. Sur les champs, il a été expulsé. Donc, c'est-à-dire, on sent que c'est un geste qui fait peur. Si aujourd'hui, Rwanda est victime, à tout moment, lorsque vous touchez un peuple rwandais, la communauté internationale vient vers vous pour dire non, il ne faut pas toucher à ces peuples-là. Parce que le Rwanda a vendu les génocides. Nous aussi, à notre niveau, nous allons vendre ça. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui entrent à notre faveur. Par exemple, le messieurs, les professeurs, les politologues camerounais, les messieurs qui a fait beaucoup de publications sur la crise congolaise. Onana. Il y a l'effet Mbanda. Hein? Il y a plusieurs ouvrages. Il y a même les professeurs Baril, les Français, les derniers survivants, les professeurs Baril, les capitaines Baril. On a des instruments, on a des livres aujourd'hui qu'on doit mettre en exergue pour montrer à la force de la communauté internationale que non, les peuples congolais n'est pas moins par rapport aux Rwandais. Si vous avez besoin de richesses, est-ce que c'est péché de venir entrer dans la grande porte pour demander la richesse et on va vous le donner? Pour prendre la richesse, il faut tuer les Congolais, il faut massacrer nos mamans. C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors, pour y arriver, il nous faut des bons athlètes, des personnes qui vont répondre, des personnes qui ont fait des bonnes études pour aller négocier avec ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, ça fait trop mal de voir ce qui se passe. Par exemple, ici à Kinshasa, je crois hier ou avant-hier, il y a eu des mouvements des Congolais qui se sont allés dans des ambassades pour réclamer, pour dire que non, assez. Vous avez vu qui a interdit ces mouvements? C'est le ministère de l'Intérieur. En 1994, quand Gome est tombé, on était encore les étudiants. Mouteboussi, pendant que les MONUSCO étaient sur le 14e ici, les étudiants ont marché et on a récupéré Goma. Pourquoi aujourd'hui le même mouvement ne peut plus continuer? Et lorsque nous tentons
pour dire que non, assez avec l'agression rwandaise, c'est le ministère intérieur qui vient pour interdire. Il y a un certain Donc, nombre de c'est ce dérapages. que nous disons. Voilà pourquoi le est-ce que ministère le problème, a pris ce n'est un pas... certain nombre Non, de il n'y a pas de décisions. dérapage, papa. Vous savez, la loi suprême Oui. d'une nation, c'est le bien-être de la population. Le bien-être, c'est quoi? C'est la mobilité. Le bien-être, c'est quoi? C'est l'emploi. Le bien-être, c'est la sécurité. D'ailleurs, l'État est né comment? L'État est né sur les cendres de la guerre. Il a parlé des Nations Unies, Société des Nations et puis Nations Unies. C'était pour mettre fin au désordre. L'objectif des Nations Unies, c'est pour la paix, point barre. L'État est né pour sécuriser les personnes et leurs biens. Et lorsqu'il y a ça ne va pas, lorsqu'il y a des quiproquos, la population en état souveraine, elle doit marcher pour dire assez. Lorsque la population s'exprime, je pense que le rôle du ministère de l'Intérieur, qui est un ministère régalien, traditionnel, c'est d'accompagner cette population et non d'interdire à la population de marcher. Là, c'est aliéner la population. Vous voyez, 22 ans, plus de 30 ans, plus de 3 décennies, ce n'est pas paix. Hein? Ce n'est pas paix. C'est une humiliation qui ne dit pas son nom. Vous savez, si Léopold II a été remplacé en 1908, il a fait 23 ans où il a tué les gens. Et aujourd'hui, nous avons plus de 3 décennies. C'est trop plus que même à l'époque de Léopold II. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur doit accompagner la population congolaise dans les ambassades au lieu d'interdire la population congolaise. Très bien. Isa Mwenza, je suis à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Pompon Joly. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la finalité de l'État est celle d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la maîtrise de tous ces obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population? Non, je pense que la tâche principale de l'État, c'est d'abord la protection des personnes et de leurs biens. Je voudrais emboîter un peu le pas mon frère aîné, Congolo, quand il... Joseph Congolo. Joseph Congolo, oui. Quand il fait des reproches sur les Nations Unies. Ça, c'est vraiment sérieux et capital. Les Nations Unies, d'abord avant 1945, déjà avec la Société des Nations, vers 1914, SDN, avait montré ses limites. Ils ont mis en place l'ONU, même chose. Et aujourd'hui, l'ONU montre à la face du monde qu'il a échoué à amener la paix dans le monde. Donc chaque État doit prendre ses responsabilités. Et je crois aussi que l'État est né sur base d'un contrat social. Selon Jean-Jacques Rousseau, normalement, l'État doit imposer sa souveraineté pour survivre. Je partage le même point de vue que Joly ici, quand il soutient que si une puissance veut venir dans un pays pour vous dominer, ils doivent d'abord commencer par vous enlever, détruire et effacer votre histoire. Ça c'est bien, c'est vrai, mais je peux ajouter un autre élément peut-être qu'il n'a pas soulevé. Non seulement si on veut vous dominer, on doit effacer votre histoire, on doit également vous dépouiller de toute votre force, c'est-à-dire détruire votre système de défense. C'est ce qu'on a fait avec notre pays. Mais aujourd'hui, ce qui est choquant, c'est que lorsque le gouvernement donne l'impression de ne pas comprendre les vrais enjeux de la guerre, de ne pas comprendre le pourquoi de la guerre, c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Et vous l'avez su où? Je suis en train d'évoluer, mon frère. Oui. Lorsque vous ne connaissez pas votre maison, vous n'avez aucune idée de richesse qui regorge votre maison, et que les voisins viennent, ils vous pillent, et vous vous plaignez, il y a un problème. Mon frère ici a parlé de l'origine de notre pays. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. La RDC n'est pas un pays comme tous les autres pays du monde, je suis désolé. La RDC, c'est l'unique pays en Afrique et dans le monde, lorsqu'on partageait l'Afrique, a été considéré comme une association internationale. Congo-Brazzaville était donné à la France, Tanzanie aux Anglais, Ouganda aux Anglais, Rwanda et Burundi aux Allemands, et ainsi de suite.
Mais la RDC, on a appelé ça Association internationale du Congo. Vous savez pourquoi? C'est justement à cause du rapport de Stanley. Après 2 ans de Stanley ici, quand Stanley a présenté le Congo aux puissances occidentales, toutes les richesses que le pays regorge, et l'Occident s'est dit, ce pays ne peut pas être, ne peut pas avoir un seul tenant, la Belgique. Ça doit être un bien commun, c'est à nous tous. C'est une association internationale, pas un État appartenant à un seul tenant ou à un seul colon. Maintenant, même quand on a nommé le pays État indépendant du Congo, je demande aux historiens et à tout le monde, en 1885, le Congo n'était pas indépendant. Qu'est-ce que signifiait cet adjectif indépendant? Parce qu'on était en pleine colonisation. C'était une indépendance nominale. Non, on a appelé notre pays État indépendant du Congo 1885, oui, alors que nous sommes dans la colonisation. Non, c'était indépendant. Hein? C'était indépendant. Bon. Il y a eu la reconnaissance je dis ceci. Sur le plan international. Je dis ceci. Oui. On signait des traités. Je dis ceci. C'était un statut particulier à cette époque-là. Je dis ceci. Un État en pleine colonisation. Je dis ceci. C'est ça le mal. Je dis ceci. Oui. Moi, je parle de l'adjectif indépendant. Ça peut donner nuance à l'indépendance. On n'était pas indépendant. Oui. Mais pourquoi on a appelé notre pays État indépendant du Congo? Maintenant, je veux vous dire, si vous lisez, vous traduisez ça en anglais, ou encore les anglophones ne traduisent pas l'État indépendant du Congo par Independent State of Congo. C'est la bonne compréhension. Congo Free State, État libre du Congo, d'une traduction littérale. Ça veut dire que cet espace, ça appartient à personne. Très bien. Comme les Belges, vous êtes là, vous êtes arrivés avant, on vous admet au Congo, mais le pays ne vous appartient pas. Ça appartient à nous tous. C'est ça le sens de cet adjectif indépendant. Ça dépend de personne. Bon, maintenant, aujourd'hui, mon frère, plus de 24 ans maintenant, ou 25 ans, ou 30 ans, que le pays vit dans une guerre qu'on ne comprend même pas. Moi, j'ai toujours dit, lorsque vous ne connaissez pas les causes d'un problème, vous ne pouvez pas résoudre ça. Comme on est ici, si un serpent entre ici, on veut tuer ce serpent, nous devons d'abord repérer la tête. Avant de détruire un serpent, il faut voir sa tête. On frappe le serpent sur la tête. Dès que la tête est détruite, peu importe la longueur du serpent, vous l'avez tué. Même si le reste bouge. Et je l'ai dit, la guerre de l'Est est comparable à un serpent à plusieurs têtes. Parmi les têtes principales, je prends la mission des Nations Unies au Congo. Moi, je suis choqué. Non, s'il vous plaît. Attendez. Il ne faut pas dire ça, parce que le président, le VPM de la Défense avait éclairé la matière de la population. Exactement. Il ne faut pas oublier que la MONUSCO est notre partenaire. Exactement, j'arrive. On ne doit pas s'apprendre à la MONUSCO. J'arrive. C'est la déclaration du VPM. Exactement. J'emboîte le pas, mon grand frère Joseph Kongolo. Alors c'est ça pour dire, je suis d'accord. Quand vous dites que le VPM a dit, la MONUSCO c'est notre partenaire, moi je veux dire ceci. J'ai fait 14 ans d'enquête à l'Est pour comprendre les conflits armés là-bas. 14 ans. De 2005 jusqu'en 2018. Si le VPM déclare que la MONUSCO est notre partenaire, combat à côté des FARDC, je pouvais l'accuser de complicité s'il n'était pas informé. Je veux dire ceci. Il n'a aucune idée, le VPM, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, n'a aucune idée des activités nocturnes des Nations Unies. Ne dis pas ça. Je dis ceci. Ne dis pas ça parce qu'il est le ministre Je dis ceci. Depuis que la MONUSCO est à l'Est, oui. Moi, un jour, quand je faisais mes enquêtes pour enrichir mes écrits sur la guerre de l'Est, que j'intitule La résurrection du plan des 30 ans, je suis allé mener des enquêtes pour savoir, vous déclarez à Kinshasa que nous protégeons les civils, vous déclarez à Kinshasa que nous apportons l'appui logistique aux FARDC, c'est votre rôle. Je devais aller enquêter sur ça.
J'ai eu l'autorisation de passer 2 jours dans le camp des Sud-Africains, 1 jour chez les Malawites. Ils composent ce qu'on appelle en MONUSCO FIB, Force Intervention Brigade. La force que le chapitre 7 des Nations Unies avait mise pour implémenter le chapitre 7. Qu'est-ce qui se passe? La MONUSCO fait de patrouille de 20h jusqu'à l'aube. Tout ce qui se passe la nuit là, le VPM n'est pas au courant. Je suis désolé. Remarquez qu'en 2005, la population de Bukavu manifestait contre la MONUSCO exigeant son départ. On a brûlé leur véhicule et tout là. 2005. Et c'est après cette manifestation-là, Antoine Gonda ici, était pris dans le piège ici, là. J'ai sauvé sa peau pendant la manifestation. C'est après ce mouvement-là que j'ai demandé un billet d'avion à la MONUSCO pour aller mener les enquêtes à l'Est, 2005. Et depuis là, je suis allé régulièrement jusqu'en 2018 pour comprendre les conflits là-bas. Donc, faudra-t-il admettre aujourd'hui que la MONUSCO est complice de la guerre à l'Est? J'ai dit ceci. Remarquez que 2005, la population se révolte contre la MONUSCO. De 2005 jusqu'à aujourd'hui, combien de fois la population s'est élevée pour manifester contre la MONUSCO? Il n'y a pas longtemps, même l'année passée, ils ont manifesté, on a tué 57, toujours par notre gouvernement. C'est choquant. Lorsque vous ne connaissez pas votre ennemi, c'est très grave. Je le dis. Oui. Aussi longtemps que nous avons la mission des Nations Unies en RDC, il n'y aura jamais de paix à l'Est. Très bien. John Kabessa, vous venez de nous rejoindre tout à l'heure. On est en train de parler de la situation de l'insécurité à l'Est du pays, avec en toile de fond les différentes manifestations constatées celles-là dans la ville province de Kinshasa. Mais à la suite de ces manifestations anti-occidentales que connaît la ville de Kinshasa, avec, je dirais même son corollaire de dérapage, le vice-premier ministre de l'Intérieur a pris un certain nombre de mesures, notamment l'interdiction des taxis-motos dans la commune de la Gombe, et puis l'interdiction des marchés, je dirais, en bilan. Tout cela, ce sont là un certain nombre de décisions prises par le président de la République. Est-ce que cela va son pesant d'or en ce moment où la population revendique son droit qui est lié à la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, cher Eddy. Je dis également bonjour à tous mes co-débatteurs. Je vois encore Popo Anjoli, également Isaac Ngweza et aussi également M. Kongolo. Merci. Je crois vous constatez comment je suis en train de vous rejoindre avec multi difficultés. Il y a un son ne va pas dans la ville. Pour répondre directement à votre question, on a parlé exactement non-intégration ou non-pénétration. C'est ça les termes, on a dit exactement de la commune de la Gombe. Mais on se pose des questions. Le VPM s'est misé également sur la carte. Quel genre de carte c'est exactement? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre la délimitation de la Gombe d'abord. Il y a une confusion totale qui règne à ce net moment, entre autres, du côté des policiers, c'est-à-dire la police routière, ainsi de suite, et surtout les éléments appelés, entre guillemets, les éléments de bureau 2, bureau 3 ou bureau 6, je ne sais pas, de l'ANER, et de l'autre côté au niveau de la police. Je vous informe que ce matin déjà, il y a eu un cas de coups et blessures entre les policiers et exactement les motocyclistes. Et à quel niveau? C'est exactement la Gombe, vers Gare Centrale, vers Sénégalais. Oui. Et les manifestants ou également les motocyclistes promettent de venger également l'un des leurs. On ne connaît pas actuellement là les dernières nouvelles de ce qui s'est passé pour dire voilà un peu les tableaux de ce qui s'est fait. Le ministre de l'Intérieur, il a une fois de plus à sa charge à la fois la sécurité des personnes et des biens. Il fallait taper le point également sur la table, dans la mesure où je félicite d'abord cette décision, mais il se pose un problème. La décision a été prise, mais les mesures d'encadrement, oui, ou le mécanisme exactement, comment une fois de plus appliquer cette décision. J'ai peur que la ville puisse encore sombrer dans un autre désordre qui ne dira pas au moins son nom. Parce qu'actuellement, là, on est en train de voir ce qu'on appelle un règlement des comptes entre les motocyclistes et les policiers. Les policiers en profitent pour commencer non seulement à rançonner, mais aussi à faire des saisies illégales.
La personne qui n'a pas franchi encore la Gombe, mais on tombe sur elle pour essayer un peu d'arracher la moto. Il fallait le faire, mais je pense au moins que ce n'était pas assez efficace parce que ça baisse le niveau exactement de l'engagement qui était là. Vous voyez l'engagement populaire qui était exactement de manifester contre une fois de plus les activités anti-Occident derrière le Rwanda. Nous allons avoir une timidité la semaine qui va suivre. Pour dire, on a vu l'engouement, la pression, je dénonce les dérapages. Là, vraiment, il fallait le faire, je dénonce. Mais on devait laisser les gens manifester. Même pendant, ça c'est un point de vue personnel, même pendant 20 jours, 30 jours, on devait laisser les gens manifester, mais encadrer et fouiller, savoir qui fait quoi dans quel coin une fois de plus. C'est l'occasion aussi de féliciter les femmes. Les femmes, à travers exactement le ministère de la Jeunesse, qui se sont mobilisées hier, près de 5 000. On a trouvé et les étudiants. Et ce matin, on annonce encore un autre mouvement vers l'Ituri, vers Bukavu, pour emboîter les pas sur ces. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons qu'on puisse faire attendre la voix. Mais malheureusement, je n'ai pas vu, à mon humble avis, au-delà de la ministre déjà, on devait avoir aussi nos autorités, comme on a l'habitude de faire, on est en train de nous tuer, vous gardez silence. On devait avoir cette manifestation-là, être accompagnée. Mais il y a eu des gestes de la part de certains membres du gouvernement. Des gestes, exactement. On parle de ce qu'on appelle la masculinité positive. Oui. Mais pour rentrer dans le contexte de la guerre, je voulais un peu répondre, un peu revenir à Isaac Ngweza. Je ne suis pas assez d'accord. Lorsqu'on dit exactement le VPM de la défense, n'a aucune idée exactement des activités de la MONUSCO. Je pense au moins que ce n'est pas vrai. Dans la mesure où d'abord, quand je veux faire la chronique, l'analyse de manière assez globale, Jean-Pierre Bemba est passé dans le péripétie sécuritaire depuis 1999, en passant par l'accord global et inclusif jusqu'en 2006. Exactement. Et quand il revient encore, on vous confie une fois de plus ce genre de portefeuille. Ce n'est pas n'importe qui. Oui. Et puis il est le vice-premier ministre de la Défense. Il a des activités, il est informé. Je vous l'ai dit, si nous, simples analystes, simples journalistes, on a quand même l'idée, on a les informations de ce qui se passe. Pourquoi pas au moins la personne qui a tout un portefeuille ou exactement un ministère sur ces. Pour dire ceci, la guerre a pris une autre dimension. Oui. Nous avons aimé avec ce qui se passe exactement de gauche à droite. On a même vu des Burundais, on a même vu des Zambiens qui ont emboîté les pas. Mais une manifestation pour quelle finalité? On manifeste d'abord conformément à la Constitution. La Constitution nous donne le droit exactement à son article 23. On doit manifester la liberté d'expression des cultes et puis, conformément à l'article 56, 57, 58, exactement, tout Congolais a le droit de manifester ou également de faire opposition à un groupe de gens qui voulaient annexer les pays, ainsi de suite. On doit manifester parce qu'avant, on n'a pas au moins si manifesté. Parce que nous avons un passé. En 2004, lorsque la ville de Bukavu était tombée, c'est grâce aux manifestations, c'est grâce à la mobilisation générale qu'on a pu mettre en déroute Kunda Batware et que vous connaissez exactement avec Mutebuse. Mais pour l'instant, on doit se le dire, manifestons, laissons exactement les gens manifester. Est-ce que vous savez l'ampleur de ce qu'il y a eu comme écho avec ces manifestations au niveau des ambassades et au niveau de l'aire centrale, au niveau des affaires étrangères? Chaque État a eu ce qu'on appelle l'alerte pour dire au Congo, on ne doit plus blaguer. C'est-à-dire, dès que vous touchez, vous sentez le taux de détermination, vous sentez cette fierté nationale touchée. On doit le faire pour essayer un peu de manifester. Retrait des drapeaux, c'est un signe très, très symbolique pour ne pas au moins se répéter. Moi, je pense très bien. Brûler, ce n'est pas bien, mais il fallait faire pression. Comment on saura? Comment on va vous respecter? On dit la liberté s'arrache et aussi la respectabilité sur le plan international d'un peuple. Ça ne se négocie pas. Vous pensez quoi? On va vous amener des shawarma pour dire une fois de plus, en faire la mention. Mais on n'a pas aimé, on a attaqué d'autres ambassadeurs qui n'étaient pas directement peut-être concernés pour faire cette mention. Nous demandons à la population de faire des marches, de multiplier des marches, mais avoir un canevas, un mémo. Vous revendiquez quoi comme les autres l'ont fait à l'ambassade française? Vous venez, vous échangez. De même aussi, je vis exactement l'organisation de la société civile pour la paix au Congo, l'OSPC, qui prépare une manifestation allant exactement pour essayer d'appuyer les FRDC. En somme, la cause est juste. On doit mobiliser tout le monde parce qu'on le dit, une fois de plus, salus populi suprema lex, comme Popo l'a dit, la loi suprême doit rester le salut du peuple. Si le peuple dit non, même les dirigeants n'auront plus leur raison d'être. Voilà. Très bien. Monsieur Congolo, je reviens à vous. Face à la situation de la guerre à l'est du pays,
il y a eu un certain nombre de gestes que nous avons constatés, ça et là, au niveau du gouvernement, des joueurs, mais il y a aussi un autre joueur hein, qui a osé, au risque de sa vie, les faire dans un pays belliqué comme le Rwanda. Il s'agit donc d'hériter Luvungu. Faudra-t-il admettre aujourd'hui qu'il mérite toute la reconnaissance de la République? Bien entendu, Eddy. Mais je reviens d'abord sur un petit débat qu'il faut relever. Oui. L'État indépendant du Congo, comme toujours, ouais, comme il a dit, effectivement, le Congo était... La Belgique n'avait pas suffisamment de moyens. Ce n'était pas un État colonialiste, Oui. n'avait pas suffisamment de moyens pour mettre en valeur le Congo. C'est comme ça qu'on lui a confié la gestion, mais en laissant les portes ouvertes à tous les États coloniaux de venir faire leurs affaires ici, entrer et sortir. C'est ça le statut qu'on a donné non seulement à l'État indépendant du Congo, mais que les Occidentaux continuent à considérer le Congo comme étant un marché commun. Et en plus, ils n'ont pas besoin d'un État fort, comme Kabila père voulait de ces Congos, il ne voulait pas de ça, et c'est que Félix est en train de faire, ce n'est pas dans la division internationale du travail, là où le Congo doit rester seulement producteur des matières premières. Vous voyez, tous les rails vont vers l'océan. Donc nous ne pouvons pas transformer les matières ici. Ça, c'est la division internationale du travail. Le Congo reste un producteur, Oui. un exportateur. Alors, c'est que Kabila père voulait faire un État souverain, un État développé. Il risque, n'est-ce pas, de ne plus entrer au Congo. Et à ce moment-là, nous sommes en guerre aussi à cause de ça. C'est que Félix veut faire du Congo un État développé, souverain, avec les frontières bloquées et tout ça. Ce n'est pas dans la vision de l'Occident, ce n'est pas dans la vision de 1885, ce n'est pas non plus dans la vision de l'État indépendant du Congo. Et ce combat est clair et ils le disent. Face à cette situation, ils le disent chaque jour. Il faut maintenir ou changer les statu quo. Nous sommes arrivés à un moment où nous devons initier ce qu'on appelle la révolution des responsabilités. Oui. C'est-à-dire que nous sommes restés longtemps sous la coupe, n'est-ce pas, de ces gens, comme des esclaves. Aujourd'hui, nous avons évolué. Je crois que le temps est arrivé, le fruit est mûr pour que nous puissions faire le sacrifice qui convienne, pour que nous soyons indépendants. Nous pouvions nous mettre à la même table, n'est-ce pas, avec les autres, discuter d'égal à égal, comme un État normal. Répondez-moi à la question. Et je dis, il a dit d'ailleurs, hein, quelqu'un a parlé de 15 millions de morts, 12 millions de morts. Oui. Je crois que si les autres ont capitalisé les 800 000 morts, qui ont fait que le monde entier se sente responsable de ces morts et qui laisse passer le Rwanda, qui le laisse faire tout ce qu'il veut, je crois que nous, avec les 12 millions de morts, nous devons aussi capitaliser ça de manière à reconquérir d'abord notre souveraineté, n'est-ce pas, et agir, réagir comme un État normal et souverain. Ça, c'est très Répondez maintenant à la question. La question, Luvungu, c'est un héros, entre guillemets, bien entendu. C'est-à-dire que le geste qu'il a fait évoque ce qu'on appelle l'héroïsme. Vous savez, l'héroïsme, chez les musulmans, ça compte énormément. Il a, dans un État indexé, pas par le Congo, mais par la communauté internationale, comme étant l'agresseur, comme étant le tueur, comme étant le bandit, comme étant le terroriste. Et c'est dans cet État, pendant que le monde est en ébullition contre, n'est-ce pas, les tueries à l'Est, c'est en ce moment-là que ce garçon répète ce geste très symbolique et puissant. Je crois que l'État doit lui être reconnaissant. Et j'ai vu, quand il est arrivé hier à l'aéroport international de Dili, j'ai vu que c'est le ministre qui est allé l'accueillir. Le ministre des Sports qui est allé l'accueillir. Sûrement que l'État l'a déjà pris en charge. Et il doit passer par des examens pour savoir si on n'a pas injecté de l'eau amère dans le corps. Hein, et puis, sûrement, lui chercher d'autres débouchés que le débouché du Rwanda. Donc, il faut féliciter ce genre de gestes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est à un moment de crise que le génie congolais doit se réveiller, que d'autres Luvungu doivent se réveiller. N'est-ce pas? Non seulement ça, les hommes de guerre. Nous avons besoin de voir d'autres Mamadou aujourd'hui. Nous avons besoin de voir d'autres Mbouza Mabé aujourd'hui. C'est en ce temps de crise, n'est-ce pas,
où on cherche l'héroïsme, comme je le dis, c'est-à-dire... Les Ouazalènes doivent emboîter les pas. Par exemple, nous en avons besoin aujourd'hui. Nous voulons que chacun, soit Ouazalène de là où il est, soit Louvumbu là où il est, nous avons qu'on soit Mamadou là où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, nous voulons révolutionner, faire cette révolution de la responsabilité, de manière à ce que le Congo soit embrasé. Il a dit tout à l'heure, ceux qui font les marches, ils le font dans... les normes telles que la loi le dit, n'est-ce pas? Ceux qui sont devant les étudiants, ils doivent continuer à sensibiliser les étudiants de manière à réveiller cet héroïsme qui est nécessaire, surtout quand on est jeune. C'est le moment le plus précis pour pouvoir quitter un peu le confort, n'est-ce pas? Pour pouvoir accéder à des niveaux supérieurs, spirituels, physiques, ainsi de suite, dans différents domaines. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, je crois que le gouvernement doit montrer l'exemple aujourd'hui de cet héroïsme. Ça veut dire ils doivent aller au-delà de leurs efforts traditionnels, oui, n'est-ce pas, pour mettre fin à cette guerre. Et chacun dans ce qu'il a, dans sa parcelle de responsabilité qu'il exerce, il doit aussi aller plus loin dans le sens, n'est-ce pas, de libérer le pays et de vivre comme les autres pays dans la paix. Donc de cette manière-là, ce geste-là doit aller plus loin non seulement dans le geste symbolique, oui, mais plus loin dans les actions que nous faisons, dans la qualité de travail que nous faisons pour la République, et surtout dans nos réflexions aussi que nous donnons pour reconstruire cette nation qui est aujourd'hui déchirée. Pompon Njoli, je reviens à vous pour les gestes combien patriotiques posés par Héritier Louvumbu pour la dénonciation du silence de la communauté internationale face au drame congolais, devant ceux-là même qui forment l'escadron des morts et de la désolation niée du massacre des fils et filles de la République démocratique du Congo. Héritier Louvumbu, il mérite pas mal d'honneur. Votre analyse. J'ai dit chapeau bas à notre gouvernement pour une énième fois. On sent que nous sommes gouvernés. Vous savez, le gouvernement, c'est un moteur de régulation de la vie humaine. Et j'ai eu à penser avant d'entrer ici. Vous savez, on a passé plusieurs années, je crois 18 ans, où on a été dépourvu de notre culture. Et la culture, c'est la langue et la musique et plusieurs éléments qui entrent en interaction. J'étais dans une fête il y a longtemps, je crois 10 ans passés à ma campagne. On a passé toute une nuit à danser la musique tanzanienne. C'était vers les années 2005. Je me suis dit, où est passé Kofi? Où est passé Wera Jibempiana? Vous savez pourquoi? Il fallait aliéner ces peuples. Il fallait changer les paradigmes. Injecter cette musique pour dire que ces peuples n'existaient pas. On a été identifié d'un peuple qui aime la musique, qui aime les femmes. Donc lorsque vous pillez la RDC, les Congolais sont dans des bars. Et pendant qu'on construisait des supermarchés, au-dessus on mettait des bars, des terrasses. Vous savez pourquoi? Bon, donnez-les $1000 par mois, $500, et on sait comment récupérer ça. C'est pour les distraire en fait. Donc on a passé 18 ans de distraction, oui, pour être agressés, infiltrés. Vous avez des généraux, des colonels, inféodés. Vous savez vous-même, vous savez, avec la réintégration, la réinsertion, les tout brassages. Ça. Brassage, mixage. Gloire à Dieu, l'Assemblée nationale a fait des recommandations pour interdire tout cela. Cet acte, c'est un acte de bravoure. Si c'était, il était militaire, il allait déjà avoir des galons aujourd'hui. Vous savez, un Allemand a dit, c'est pendant la crise qu'on reconnaît les grands hommes. C'est un grand, ces messieurs-là. Les pays, en réalité, c'est quoi une nation? Une nation, ça se définit avec des repères. Lorsqu'on parle de la France, on voit De Gaulle. Lorsqu'on parle de l'Afrique du Sud, on voit Madida. En RDC, lorsqu'on parle de la RDC, on voit qui? Aujourd'hui, on voit Louvumbu. C'est un héros. C'est un héros, ce qu'il a fait. Moi, je me dis, mais ces messieurs, moi en réalité, je suis têtu. Hein? Je suis un peu impulsif, mais je me dis, au Rwanda, je ne pouvais pas les faire. Dans un championnat où, avec la nouvelle technologie informatique, tu fais ces gestes-là devant un sanguinaire comme Kagame. Et quand je vis ça, j'ai dit, bon, peut-être après quelques heures, on va nous dire que le Messie a été tué. Gloire à Dieu, il est à Kinshasa. Donc, on va l'examiner pour voir si sa santé est en bonne et due forme. Voilà, on a besoin de ces gestes. Quand même, il a peiné sur le plan moral pour atteindre Kinshasa à travers des pressions. Je crois, vous savez, en science, en relations internationales, la vie internationale est caractérisée par son ambivalence. Oui. C'est toujours la même RDC qu'on a connue il y a 20 ans passés.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le président peut dire tout haut le bourreau de la RDC? On a connu un grand pasteur d'une grande église qui était Kofo. Lors d'une homélie, il est en train d'attaquer le méfait rwandais. Le lendemain, les méfaits s'est retrouvé en exil aux États-Unis. Mais aujourd'hui, Lubumba fait le même acte. Il a été ascensé. Donc moi, j'ai dit, à cause de ces actes-là, en tout cas, j'ai dit chapeau bas à notre président. Donc, même si tu voulais être un ennemi d'un tel président, quelqu'un qui vient pour sécuriser vos intérêts, l'intégrité territoriale, en tout cas au-delà de tout, on doit l'appuyer. Et vous, les journalistes, ce que vous devez faire, c'est de changer votre ligne éditoriale. Mettez un peu la musique de côté. Concentrons-nous sur cette guerre-là. C'est une humiliation qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas normal. Vous êtes un homme normal. C'est pas normal. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Non, j'ai dit aujourd'hui quand même, nous sentons que nous sommes gérés. Mon ami, ce que vous avez dit de Jean-Pierre Bemba, je pense qu'il faudrait comprendre ce qu'est un ministère. Le ministère est créé par rapport à un besoin. C'est une structure de conception. Et le ministère de la Défense est né au même moment que l'État. Il y a 6 ministères qu'on a appelés les ministères traditionnels ou régaliens. Donc, c'est-à-dire, la personne qui gère un ministère de la Défense, c'est comme un président de la République. Il est informé plus que nous, parce que la Défense a les renseignements militaires. La Défense a plusieurs compartiments. Donc, il est informé. Je ne pense pas que Jean-Pierre Bemba dort 8 heures du temps par jour. À tout moment, il est en communication avec les commandants suprêmes. À tout moment, il est en communication avec les différents généraux. Donc, il est informé plus que nous. Je pense que dans un plateau de télévision comme celui-ci, on doit être circonspect lorsqu'on fait des analyses, surtout avec la personne qui gère l'armée dissuasive, qui a changé d'ailleurs cette armée. Vous savez qu'on a plusieurs lois aujourd'hui. Il y a une loi de programmation militaire. Nous avons quitté quelques millions de dollars à 1,5 milliard. Il y a une loi des réservistes. Il y a encore quoi encore j'ai parlé de programmation et tout. Il y a plusieurs réformes comme ça. Vous voyez les militaires aujourd'hui avec des nouvelles tenues. Il y a plusieurs éléments que nous allons dire aujourd'hui, chapeau bas à notre gouvernement. Jean-Pierre Bemba est informé. Le co-débatteur, quand il a pris la parole, même mon ami d'en parle, il a essayé d'estampiller les problèmes. Vous savez, la guerre a plusieurs éléments qui entrent en interaction. Et la RDC, on vous a dit que la RDC a un statut particulier. Ce n'est pas le Congo-Brazza. C'est un État indépendant. Vous avez bien défini cette indépendance-là. C'est-à-dire qu'un espace qui appartient à plusieurs puissances. Vous ne pouvez pas s'émerger, laisser ça comme ça, parce qu'il y a des... Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde, depuis la nuit des temps, les grands débats du monde tournent autour de la RDC. Si les États-Unis ont tué le Japon, il a pensé où est-ce que nous allons trouver une richesse pour dominer le monde. C'est en RDC. Tout ce qui se passe, la conférence de Berlin, tout aujourd'hui, avec la nouvelle technologie informatique et de communication, la richesse du monde aujourd'hui, tous les débats tournent dans l'air de ces constitue un engin. C'est-à-dire que c'est vraiment un engin détail. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment faire une bonne analyse. Il ne faut pas dire que les ministres de la Défense ou de l'Intérieur n'est pas informés. Ils sont informés, papa. Isaac, plus que nous d'ailleurs. À un moment donné, de l'histoire de notre pays, surtout par rapport à la situation sécuritaire à l'est du pays, la MONUSCO s'est dit incapable de combattre le M23 qui détenait des armes sophistiquées. Votre analyse? J'ai dit, je veux dire ceci. Quosque tandem, que vous ne voyez pas ou vous ne pouvez pas identifier l'ennemi. Moi, je veux dire ceci. Je reconnais que le VPM de la Défense, il est ministre de la Défense. Nous avons des services de renseignement, nous avons l'ANER. Vous avez 2 minutes pour conclure. Nous avons l'ANER, nous avons les services spéciaux, nous avons DRM, nous avons les services DEMIAP et tout là. Il est informé. J'ai dit ceci. Oui. Moi, j'ai eu à échanger avec la population de Goma, j'ai eu à échanger avec les militaires, j'ai eu à échanger avec les gens des Nations Unies, j'ai eu à échanger avec tout le monde. Ne prenez pas la population comme des bêtes. Quand vous voyez la même population de l'Est, chaque fois ils reviennent contre la MONUSCO. Et on voit nos autorités
dire laisser la MONUSCO combat à notre place. Ça fait 25 ans. Pourquoi le général Vicente Diaz, 2006, avait démissionné? Vicente Diaz, commandant de la force des Nations Unies, la MONUSCO. 2006, Babacar Gaye termine sa mission, on nomme un général espagnol. Donc il avait compris les jeux. Ce général n'a fait que 18 jours, ils vous condamneront. Il vous condamnera plutôt. Général Vicente Diaz, ça fait 18 jours, espagnol. 18 jours, il démissionne, il rentre chez lui en Espagne. Avec tout ce qu'on lui a proposé comme l'argent et tout là. Certaines personnes ont on ne peut pas acheter leur conscience. On ne peut pas vouloir être responsable des sangs des gens. J'ai dit ceci. La population ne veut plus de la MONUSCO à l'Est parce qu'elles savent que, et elle sait plutôt que, aussi longtemps que la MONUSCO est là, cette guerre ne prendra jamais fin. Ça fait maintenant 25 ans. Mais il ne faut pas s'apprendre comme ça. J'ai dit ceci. Lorsqu'une mission vient pour imposer la paix, on peut avoir un timing. Vous avez soit 5 ans. Quand vous ne pouvez pas imposer la paix, on remplace la mission. Tant que la MONUSCO est là, je dis ça doit être soit. C'est la politique. Comme nous voyons, la population marche. Toujours c'est le gouvernement qui vient calmer la population. Au lieu soit d'encadrer, soit de dire à la MONUSCO, non, la population ne veut plus de vous. Hein. Fermez vos bagages, rentrez. Et actuellement, il se dégage comme une sorte de contradiction, même entre la vision du chef de l'État et le VPN. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État réclamait le départ de la MONUSCO. Et le VPN déclare que la MONUSCO combat aux côtés des FARDC. Ça fait combien d'années? 25 ans. Mais jusqu'à quand vous ne pouvez pas... réclamer le départ de la MONUSCO ne constitue pas un pivot. Non, je dis ceci. J'ai dit ceci. Lorsqu'on vient à une mission mission de paix quelque part, on doit avoir un mandat et les objectifs. La MONUSCO est venue ici au Congo pour la deuxième fois. La première fois, c'était en 1960. Ils étaient venus pour reconstituer le Congo. Retrouver sa forme actuelle. Vous voyez, la première fois, la mission des Nations Unies au Congo est arrivée pour reconstituer... Nous sommes en train de parler. Pour remettre le Congo, parce qu'il y a eu une sécession katangaise, sécession de Luluabour et tout là. La première mission de l'ONU en 1960 était venue pour reconstituer le Congo et repartir. Ils n'ont pas fait 5 ans au nucléaire. La deuxième mission, ils ne sont pas venus pour reconstituer le Congo et partir. Sinon, en 2006, Monique ici, s'ils étaient venus vraiment pour reconstituer le Congo, lorsqu'on a signé l'accord de 1+4, quand il n'y avait plus de rébellions organisées telles que MLC, RCD, 1+4, ils pouvaient fermer valise, partir. Ils sont venus pour 30 ans. C'est pourquoi j'intitule mon livre « La résurrection du plan des 30 ans ». Tant qu'on ne voit pas que cette guerre, c'est cette communauté internationale masquée qui ont placé la MONUSCO pour piller le pays, mais pourquoi on ne peut pas remplacer cette mission? Pendant 25 ans, la MONUSCO ne fait rien. La population marche chaque jour. Et vous dites non, le peuple est informé, oui. S'il est informé, oui, c'est la politique. C'est ça que moi je ne partage pas. Je suis vraiment désolé. Parce que si vous voyez la situation sur place là-bas, vous ne pouvez pas déclarer ici. À l'Est, dans certains endroits, si vous dites que la MONUSCO peut rester ici, on peut vous tuer là-bas. Parce qu'ils sont au courant de ce qu'ils font. John Kabessa, apparemment, on assiste à une floraison de forces hein, à l'Est de la République démocratique du Congo, les IAC, SADC, MONUSCO. Toutes ces forces, vous ne voyez pas que ça constitue la surmilitarisation à l'Est de la République démocratique du Congo, avec un bilan mitigé. Sur militarisation, oui, exactement. Mais je crois pour des raisons pédagogiques aussi, on pouvait rappeler sur ces. Oui. Cher Isaac Ngweza, il n'y a pas contradiction entre Jean-Pierre Bemba et les chefs de l'État, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un mandat qui a été requalifié ensemble avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Exactement. On a parlé une fois de plus des retraits progressifs de la MONUSCO. C'était d'abord annoncé, permettez, c'était annoncé en septembre exactement 2023 que la MONUSCO devait partir dès début 2024.
Mais après avoir y a échangé, il y a même le Conseil de sécurité qui a entériné le plan de retrait progressif accepté par le gouvernement congolais. Exactement. Donc, c'est-à-dire, même ceux qui nous suivent, il ne faut pas carrément les désorienter. Si Jean-Pierre Bemba dit appuyer, on travaille ensemble, c'est dans le cadre de ces projets-là. Donc, ce n'est qu'une conséquence logique des engagements pris par la RDC. Si aujourd'hui, vous voulez que les gens puissent pas dire contrairement, c'est qu'on doit revenir encore le gouvernement congolais ensemble avec le Conseil de sécurité, le gouvernement pour dire au moins je ne veux plus de vous, on doit essayer. C'est avec tout ce que la vous avez eu votre temps d'antenne. Vous avez eu votre temps d'antenne. 5 ans, 10 ans. Oui. Ça vous entrez dans le demanderai aussi à Echar et dit il faut revenir prochainement avec Isaac Ngweza, on doit tabler sur ces dossiers. Floraison, oui. Moi, je veux même requalifier cela une juxtaposition des forces au niveau également du sol congolais. On essaye de voir qui commande quelle opération dans quelle zone. C'est là où se trouve ma crainte exactement. On a pris la RDC comme une zone nébuleuse où tout le monde pourrait venir. On a les mêmes forces ougandaises qui sont avec nous. IPDF qui sont avec nous dans les opérations coalisées. On a l'Afrique d'ici qui a envoyé les troupes avec la SADC qui veut aussi appuyer autrement. On a la Tanzanie, c'est-à-dire il y a un flou total. Est-ce qu'une fois de plus, ce n'est pas un plan qui va vers l'implosion ou également la balkanisation pour qu'il y ait un désordre? C'est de là où j'appelle ce qu'on appelle l'éthique de la raison d'état des responsabilités. C'est important. La raison d'état liée à la responsabilité, c'est de revoir quels sont les moyens, les pratiques à faire pour sécuriser notre espace. On passe de la gouvernementabilité à la gouvernementalité. Je crois que les deux concepts, les gens peuvent au moins les suivre. Donc, c'est-à-dire la gouvernementabilité, c'est la manière de poser les actes, au moins l'action à mener pour gouverner l'espace. La gouvernementalité, c'est l'éthique et même la philosophie à faire. J'aimerais bien que les dirigeants puissent au moins... Non, ils devaient concilier les deux, sinon nous allons disparaître. Pour revenir sur les cas Luvumbu, je l'ai dit une fois de plus, Luvumbu, c'est un héros vivant. Pour la petite histoire, les gens croient que non, Luvumbu, il ressort. Non, Luvumbu est champion d'Afrique avec le Tchad, lors du Tchad, vous le savez. Oui. Il est médaillé d'or. Luvumbu est vice-champion exactement de la coupe exactement de la Ligue des Champions. Luvumbu, c'est un modèle qu'on appelle des héros vivants. C'est notre porte-étendard, c'est notre mascotte actuellement. Je salue exactement la mobilisation également de notre chargé d'affaires au niveau exactement de Kigali, M. Amori, qui est un jeune qui a fait l'INIKIN ici, exactement dans la faculté des sciences politiques, qui a tout fait pour qu'on puisse ramener le Luvumbu. Mais il se posera un problème parce que le Luvumbu a subi une injustice. Oui. La RDC doit aussi l'accompagner. La FECOFA, le ministère des Sports et même le gouvernement. Exactement. Vous savez pourquoi? Luvumbu a subi 3 injustices. D'abord, il y a ce qu'on appelle, il a été suspendu injustement. Deuxièmement, son contrat a été résilié injustement. Troisièmement, Luvumbu a subi une expulsion. 3 faits qui méritent la protection, qui méritent l'encadrement. La RDC peut porter plainte maintenant. Je ne dis pas le gouvernement, mais d'abord du côté de la FECOFA. La FECOFA d'abord doit écrire à la CAF et même au niveau de CAS qui est le tribunal international pour qu'on puisse au moins préjudice réparer les dommages. Ça ne va pas une fois de plus. Mais je l'ai dit, il y a un danger. Vous savez, les gens de l'autre côté, ils sont forts, ils peuvent vous poursuivre jusqu'à Kinshasa. Oui. On doit protéger le Luvumbu. Oui. J'ai aimé le président de V-Club qui cherche déjà comment les mécanismes, comment l'avoir, parce que le Luvumbu devient notre héros vivant pour amener le faire. Mais je pense seulement on va revenir avec les déclarations d'Isaac et avec Jean-Pierre Bemba. Il laisse, mon cher. Genève Congolo, je termine par vous. À travers ces surmilitarisation constatée à l'est de la République démocratique du Congo, il y a également le soutien avéré de l'UPDF au M23, parce que vous le savez, depuis 2001, l'UPDF travaille en connivence avec le FARDC pour combattre les rebelles du M23, mais on est étonné de voir qu'en même temps, l'UPDF soutient les rebelles du M23. Qu'en dites-vous? Oui, d'abord sur la surmilitarisation à l'est, je crois que j'ai une autre lecture. Vous savez que ceux qui nous attaquent, ce n'est pas le Rwanda. Il y a des puissances, des multinationales qui sont derrière le Rwanda. Et derrière les multinationales, ce sont les intérêts des États. Voyez-vous? C'est connu, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, nous ne pouvons pas résoudre un problème international, parce que les acteurs sont internationaux, par un État. Un État est dans les capacités
n'est-ce pas, par principe, de résoudre ou de combattre la communauté internationale qui est derrière. Mais normalement... Attendez, laissez-moi terminer ma pensée. Donc, nous sommes devant le Rwanda, physiquement, mais en réalité, nous avons une panoplie d'États qui sont derrière le Rwanda. Mais bon, ça, alors, attendez s'il vous plaît, ça, parce que l'ennemi s'est internationalisé, de notre côté, nous avons aussi cherché des appuis, en particulier la SADC, pour internationaliser cette guerre, pour que ça soit un objet de débat dans toutes les réunions du monde. Parce que tous les États sont engagés. Nous ne manquons pas plus de 20 États qui sont engagés dans cette guerre ici. Connus et non connus, qui sont engagés dans cette guerre en réalité. Donc nous ne pouvions pas rester seuls. Voilà pourquoi nous avions internationalisé cette guerre aussi, en cherchant d'autres États un peu influents pour venir et améliorer, n'est-ce pas, le débat dans les différentes rencontres internationales. On doit sensibiliser à ça qu'il y a des mouvements suspects. Nous soutenons le FRDC, la ville ne va pas tomber. Moi je soutiens les FRDC, mais jamais la MONUSCO. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On se retrouve prochainement avec les autres invités plutôt, que cette émission réalisée par Doudou Montiri et Moro Djambé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision. Les prochains rendez-vous donc pris à 18h. Merci.